Israël maintient la pression sur les milieux extrémistes juifs 10 jours après l'attaque de Douma qui a coûté la vie à un bébé palestinien et son père. 2 hommes ont été placés en détention administrative pour 6 mois. Les forces de sécurité ont procédé à une série d'arrestations cette nuit en Cisjordanie. Un an après, Ferguson se souvient de Michael Brown. La mort du jeune noir tué sous les balles d'un policier blanc avait ravivé les tensions raciales aux États-Unis. Et puis Tel Aviv sur scène, la polémique enfle. L'événement organisé dans le cadre de Paris Plage suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. La conseillère de Paris, Danielle Simonet, demande l'annulation de ce rendez-vous prévu pour le 13 août prochain. Le Grand Direct avec Daniel Atlan. Bonsoir, bienvenue à la une de l'actualité. Ce soir, en Israël, un Suédois a été inculpé pour espionnage au profit du Hezbollah. L'homme d'origine libano-palestinienne a été reconnu coupable de transfert d'informations et de contact avec un agent étranger. C'est lors d'une visite en famille au Liban en 2009 que l'agent a été recruté. Maxime Pérez nous en dit plus. Il a été présenté au juge ce dimanche. Une comparution très brève pour Hassan Khizran, arrêté le 21 juillet dernier à sa descente d'avion à l'aéroport Ben Gourion de Tel Aviv. Ce Palestinien de 55 ans, natif du Liban mais ressortissant suédois, est accusé de s'être livré à des activités d'espionnage pour le compte du Hezbollah. Son premier contact avec l'organisation chiite libanaise remonterait à 2009. À cette date, il aurait reçu la somme de 2300 $. Sa mission, recruter des Arabes israéliens qui ensuite devaient être utilisés pour documenter les grands points de rassemblement des forces armées israéliennes. Des allégations que dément l'avocate de Hassan Khizran. Il s'est rendu à plusieurs reprises en Israël mais a refusé de coopérer avec le Hezbollah. Il leur a même annoncé qu'il ne souhaitait pas mettre en danger ses proches qui vivent en Israël. L'acte d'accusation est somme toute assez mesuré. Mon client comparaît pour avoir parlé et rencontré des membres du Hezbollah, ce qui est quelque chose de difficile à éviter quand on est libanais. Il n'empêche, Hassan Khizran serait tout de même passé aux aveux. Il aurait fourni aux enquêteurs du Shabak des informations sur une organisation suédoise baptisée la Maison libanaise. Cette dernière opérerait depuis la ville de Malmö et abriterait dans ses rangs des militants chiites, partisans du Hezbollah. Raphaël Jérusalemi, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes ancien officier des renseignements militaires israéliens. Quel genre d'informations cherche à collecter le Hezbollah lorsqu'il s'infiltre en Israël ? Alors dans ce cas précis, parce que ce n'est pas la première fois que ça arrive, et en plus avec des Suédois libanais. C'est déjà le 3e. Et donc avec celui-ci, il y a monté d'un cran. Jusqu'à présent, il s'agissait de courriers, d'observateurs, prendre des photos de bases militaires, rien de bien grave. Dans ce cas précis, il y a l'intervention de l'Iran, ce que l'Iran cherche à tout prix, malgré les splendides accords signés à Vienne, ce sont les cibles. Parce que c'est très bien de développer... C'est-à-dire des personnalités ? Non, oui, des personnalités sur le plan terroriste pour le Hezbollah. Pour l'Iran, non. Ce sont des cibles, des sites à détruire. Je pense que c'est la seule information militaire qui puisse être intéressante pour l'Iran. Le Hezbollah, de toute façon, lui, va tirer des missiles un petit peu à l'aveugle, comme le Hamas. L'Iran cherche maintenant une priorité à ces sites. Alors, nucléaire ou pas, il s'agit des missiles balistiques en possession des Iraniens. Ces missiles, sur quoi les tire-t-on? Ça peut être sur des bases militaires, mais lesquelles? Ou alors des sites civils, compagnies d'électricité, approvisionnement en eau des grandes villes, etc. Alors finalement, cette guerre de l'ombre, elle se joue des deux côtés. Qu'est-ce que ça représente, l'infiltration israélienne dans les milieux du Hezbollah? Alors la guerre se joue des deux côtés, plus ou moins avec les mêmes règles et les mêmes trucs pour s'infiltrer. Dans le cas des Israéliens, c'est peut-être plus facile parce que nous ne nous basons pas, comme le Hezbollah l'a fait à présent, sur les passeports. Les passeports sont utilisés pour couvrir une identité. On a déjà eu des agents du Mossad qui se sont fait attraper en Nouvelle-Zélande ou ailleurs avec des passeports de braves
Olim. Mais là, c'est différent. Nous avons au sein de notre population, tant juive qu'arabe, des personnes qui peuvent absolument s'infiltrer, se faire passer pour arabes. Leur infiltration est aussi beaucoup plus facile, parce que du côté du Hezbollah, il n'y a pas les banques de données qu'ont les Israéliens. En fait, cette personne qui vient d'être arrêtée à Ben Gurion, vous le savez, depuis Charlie Hebdo, il y a un échange des données entre tous les pays de tout ce qui concerne les déplacements et surtout les déplacements aériens des personnes suspectes. Israël est non seulement dans le coup, mais c'est Israël qui a donné tous les tuyaux, tous les conseils aux Européens comment ça marche. Et nous avons donc ces banques de données. Cette personne a été repérée par des déplacements. C'est vrai qu'il a en plus un passeport libanais, mais c'est des déplacements qui ne correspondaient à rien de concret, ni sur le plan professionnel, ni sur le plan familial. Qu'est-ce qu'il venait faire en Israël? C'est donc un succès, vous le dites, pour les services de renseignement israéliens. En tout cas, cette guerre clandestine dont on parle, elle sert à préparer le prochain round de confrontation qui sera bien réel, cette fois-ci entre le Hezbollah et Israël. Oui, ça peut être aussi un prochain round de terrorisme, puisque le dernier Suédois-Libanais en date qui s'est fait arrêter sur indication des services israéliens, c'était à Chypre. Et tout à fait la même histoire que ce personnage, mais lui c'était quelques jours avant un attentat contre un bus de touristes en Bulgarie qui est attribué au Hezbollah, et on recherche toujours les perpétrateurs, mais cette personne-là était liée à cet attentat. Donc il se peut qu'il cherche aussi, comme vous l'avez dit d'ailleurs, des cibles non pas militaires ou stratégiques, mais des personnes qui peuvent être de simples touristes innocents ou des personnalités importantes en déplacement à l'étranger. Merci beaucoup Raphaël Géoselmi pour ce décryptage. En Irak, le Premier ministre a proposé aujourd'hui des réformes d'envergure pour lutter contre la corruption. Une réponse à la vague de contestation qui secoue le pays depuis plusieurs semaines maintenant. Le poste de vice-président détenu par Nouri al-Maliki pourrait être supprimé. Le récit de Chloé Demoulin. Des mesures fortes contre la corruption et le délabrement des services publics. Les Irakiens l'avaient encore réclamé dans les rues vendredi dernier. Le gouvernement a approuvé ce dimanche le train de réforme proposé par le Premier ministre Al-Abadi. Au menu, un coup de balai au sommet de l'État, avec la suppression immédiate de plusieurs postes de vice-premier ministre et de vice-président, dont celui occupé par l'ex-premier ministre Nouri al-Maliki. Autre mesure phare, une révision du système de nomination des responsables politiques. En Irak, un accord tacite permet aux différentes communautés ethniques et religieuses de se partager les postes. Le chef de l'État est un kurde, le Premier ministre un chiite et le chef du Parlement un sunnite. Ces quotas de partis et de confession seraient donc supprimés au profit de critères méritoires, compétences, expérience mais aussi honnêteté. Autre réforme proposée, une réduction du nombre des gardes du corps et la suppression des provisions spéciales allouées aux hauts responsables en poste ou à la retraite. Des économies qui pourraient être réinjectées dans le budget du pays, sévèrement touché par la chute des prix du pétrole et les dépenses militaires, et peut-être permettre de résoudre le problème récurrent des coupures d'électricité dans ce pays où les températures dépassent régulièrement les 50 degrés. Face à ces mesures inédites, les habitants de Bagdad se réjouissent même s'ils savent bien qu'il ne s'agit que d'un premier pas. C'est une bonne décision et nous voulons que d'autres décisions de ce genre soient prises. C'est un geste audacieux et nous pouvons le considérer comme un progrès, mais il reste encore beaucoup à faire. Ces réformes devront encore être soumises à l'approbation du Parlement où la bataille s'annonce tendue. Un certain nombre d'entre elles ne pourront en outre voir le jour sans un amendement de la Constitution. Et on prend tout de suite la direction des États-Unis avec ces images qui nous parviennent en direct de Ferguson et cette marche silencieuse qui a lieu avec une série de commémorations. Car il y a tout juste un an, Michael Brown, jeune adolescent noir tombé sous les balles d'un policier blanc. Une marche silencieuse se tient donc en ce moment même pour marquer le premier anniversaire de ce meurtre qui avait déclenché une vague de contestation contre les violences policières. On va se rendre sur place dans un instant pour rejoindre notre correspondance et juste après ce rappel des faits de Julia Galancia. 4 minutes et 30 secondes de silence, symbole des 4h30 pendant lesquelles le corps de Michael Brown est resté dans la rue avant d'être transporté à la morgue. Il y a un an, ce jeune noir est abattu par un policier blanc en pleine journée. Sa mort enflamme la petite ville de Ferguson qui devient le théâtre d'émeutes et voit s'affronter manifestants et policiers. Aujourd'hui, le père de la victime est en tête de cortège. Il déploie tous ses efforts pour garder vivante la mémoire de son fils.
C'est mon boulot, je dois continuer à aller de l'avant, c'est mon devoir. Faire en sorte que mon fils reste vivant, faire des choses positives, aider les familles, les jeunes, quoi que je puisse faire, pour nous donner un sentiment d'indépendance. C'est ma mission. À Ferguson, difficile d'ignorer les traces de l'année écoulée depuis la mort de Michael Brown. Certains commerces incendiés sont encore en ruine, des fresques murales ont envahi les rues de la ville. Si aujourd'hui le voisinage a retrouvé son calme, la défiance envers les autorités demeure, même si le nouveau chef de la police est noir. Rien ne va se faire instantanément, mais on a remplacé certains dirigeants, le chef de police, l'administrateur de la ville. Et avec un peu de chance, ces gens auront de nouvelles idées et de nouvelles façons de les appliquer. Et ça fera une différence. En attendant, les tensions raciales restent vives. En 2015, 24 Noirs non armés ont été tués par la police, un tous les 9 jours. Et les hommes noirs désarmés sont 7 fois plus susceptibles d'être tués par la police que les hommes blancs. Dernier exemple en date, vendredi 7 août, un adolescent noir de 19 ans, Christian Taylor, a été tué par un policier près de Dallas alors qu'il était non armé. Le débat sur l'égalité raciale est donc loin d'être terminé. Et l'on prend tout de suite la direction de New York où l'on rejoint notre correspondant David Benaïm. Bonjour. Alors un an après, Ferguson, n'oublie pas, des commémorations ont eu lieu tout le week-end pour rendre hommage à Michael Brown. Oui, depuis plus d'une heure, quelques centaines de personnes sont rassemblées à Ferguson, à Canfield Drive, l'endroit même où Michael Brown a été abattu il y a exactement un an. Les organisateurs ont intitulé cette marche « Commémoration du soulèvement » et appellent les citoyens de Ferguson à un week-end de désobéissance civile, mais ils n'ont pas donné de détails sur quel point ils ne se soumettraient pas aux indications des forces de l'ordre. Dans tout le pays, on se souvient, les murs des pages Facebook et Twitter se remplissent à nouveau du hashtag Black Lives Matter, la vie des Noirs compte. Ce hashtag a été utilisé plus de 6 millions de fois depuis la mort de Trayvon Martin en Floride, puis celle d'Eric Garner à Staten Island, avant de vraiment prendre de l'ampleur après que Mike Brown soit tombé des balles d'un policier blanc à Ferguson. Ce simple hashtag s'est transformé en mouvement de masse derrière lequel se rassemblent régulièrement de nombreux manifestants dans tout le pays. Les hommes politiques sont régulièrement pris à partie sur ce sujet. Ce fut le cas hier à Seattle pour Bernie Sanders, l'autre candidat à l'investiture démocrate face à Hillary Clinton. Sanders a été interrompu pendant son discours. Il a laissé dignement sa tribune aux supporters qui ont rappelé le niveau des tensions raciales entre la police et la communauté noire américaine. Et côté républicain, lorsque les candidats sont interrogés sur le sujet, ils rappellent toujours insatiablement, en évitant d'adresser le problème, que la vie de tous est importante, pas seulement celle des Noirs américains. Alors justement, ce meurtre, on le sait, avait lancé une vague de protestations dans le pays contre les violences policières. Quelles mesures ont été prises depuis Ferguson pour mieux encadrer les policiers? Est-ce qu'on constate, oui ou non, une amélioration de la situation? Malheureusement, la situation ne s'est pas vraiment améliorée sur le terrain. Si l'Amérique commence à vraiment prendre conscience et à accepter la réalité du problème, les incidents continuent de surgir. Ce matin encore, un jeune étudiant noir de 19 ans, Christian Taylor, a été abattu par un policier au Texas alors qu'il n'était pas armé. Quelles que soient les circonstances de tous ces morts, les deux points communs sont toujours qu'il s'agit de jeunes noirs sans armes qui meurent aux prises des forces de police. Le gouvernement a promis de faire des efforts pour que la confiance puisse se rétablir. La ville de New York, par exemple, a rappelé ses 45 000 policiers pour qu'ils subissent 3 jours de formation supplémentaire pour corriger leur mode de fonctionnement à l'égard des jeunes, des minorités. Et partout dans le pays, les uniformes s'équipent graduellement de mini-caméras pour témoigner de toute arrestation polémique et inciter les policiers à plus de retenue. Merci beaucoup David Benaïm pour ce décryptage depuis New York pour i24 News. En bref, 29 morts, c'est le bilan d'un attentat survenu dans la province de Kunduz, dans le nord de l'Afghanistan. L'attaque, qui s'inscrit dans une vague de violence démarrée jeudi, a été revendiquée par les rebelles talibans. La nouvelle direction des insurgés semble vouloir montrer sa détermination à poursuivre le djihad entamé après la mort de leur chef, le Mollah Omar. Et puis l'offensive militaire turque contre les rebelles kurdes se poursuit depuis son entrée en guerre contre le terrorisme le 24 juillet dernier. La Turquie a davantage bombardé les positions militaires du PKK que celles de l'État islamique et ce chiffre, 390 rebelles tués en l'espace de 2 semaines de raid. Analyse à suivre dans un instant, c'est juste après ce sujet. Il est signé Léa Berdugo. L'information provient d'une agence gouvernementale. Près de 400 combattants kurdes auraient été tués en 15 jours de bombardement de l'aviation turque dans le nord de l'Irak. Depuis le 24 juillet, Ankara multiplie les raids à l'encontre du PKK, le Parti des travailleurs du Kurdistan, et de l'organisation de l'État islamique. Pour les militants kurdes, cette lutte contre Daesh n'est qu'un prétexte. Türkiye
La Turquie utilise l'OTAN et bénéficie de la guerre de la communauté internationale contre le I pour attaquer le PKK et les Kurdes en général, qui sont la principale force de combat contre l'État islamique. Elle a dirigé un certain nombre de raids aériens contre les militants du groupe EI, mais 99% de ces frappes ont été menées contre les Kurdes. De son côté, le PKK continue de mener des attaques contre les forces de l'ordre. Selon des sources officielles turques, au moins 20 policiers ont été tués depuis le déclenchement du dernier cycle de violence. Sur le plan politique, les déclarations vont dans le sens de l'apaisement. Le chef de file du parti pro-kurde HDP a réitéré samedi un appel au calme en direction du PKK et du gouvernement turc. Le même message était délivré quelques jours plus tôt par un député du parti. Les deux parties doivent déposer les armes. Nous pensons que les opérations militaires doivent cesser et que le PKK doit arrêter les combats. En tant que parti démocrate du peuple, nous mettons tout en œuvre pour arriver à ce but. L'appel a été accueilli favorablement par le Premier ministre turc. C'est un appel un peu tardif mais positif, a déclaré Ahmet Davutoglu, accusé par certains de pratiquer un double jeu. Alors justement, on va en parler de ce possible double jeu avec Ali Kasansegil, politologue et directeur de la revue géopolitique Anatolie, auteur de La Turquie, d'une révolution à une autre. Bonsoir. Oui, bonjour. Alors la Turquie est aujourd'hui soupçonnée d'utiliser la lutte contre l'État islamique comme prétexte pour intensifier sa guerre contre les rebelles kurdes. Est-ce qu'Ankara n'est pas en train de jouer un jeu dangereux ? Écoutez, il y a une certaine dose de vérité dans cette accusation. C'est-à-dire que le grand souci d'Erdogan, le président turc, c'est la possibilité d'un État ou d'une zone indépendante kurde dans le nord-est de la Syrie, contrôlée par le PKK. D'où le PKK, qui a lutté dans le passé et encore aujourd'hui contre l'armée turque, contre l'État turc, deviendrait une puissance régionale en quelque sorte. Il y a très peur de ça. Et donc l'attaque de Daesh, à laquelle il devait bien sûr répondre, a aussi servi à attaquer les Kurdes de Syrie. Et il y a aussi un élément, une dimension de politique intérieure. Le parti HDP dont on a parlé tout à l'heure dans votre intervention, a beaucoup de succès en Turquie. C'est un parti de kurde, mais qui se dit parti turc, parti de Turquie, et qui a des positions démocratiques, qui défend toutes les minorités, l'égalité homme-femme, la démocratie. Et ce parti attire le suffrage d'une partie des citoyens, enfin des électeurs turcs, d'origine turque aussi. Ce parti a dépassé le seuil de 10% pour entrer dans le Parlement, 80 députés, ce qui a causé la perte d'AKP de sa majorité au Parlement. Or, Erdogan espère tenir de nouvelles élections dans les semaines qui viennent et obtenir de nouveau une majorité. Et donc, dans cette vision, disons, de stratégie électoraliste interne, la polarisation, la violence entre, disons, le PKK et l'État turc, les Turcs et les Kurdes en quelque sorte, pense-t-il, va servir à attirer d'abord les ultranationalistes, le secteur nationaliste de la société vers l'AKP, puis lui permettre de gagner la majorité. Donc il y a disons, un élément, une dimension de politique intérieure, électoraliste très forte dans la question, et aussi, encore une fois, cette espèce de peur de l'État turc, en tout cas d'Erdogan, de voir... Oui, les enjeux sont à la fois territoriaux et politiques, mais en tout cas, avec cette reprise des hostilités, est-ce qu'on peut dire que le processus de paix entre le PKK et le gouvernement turc est définitivement enterré ? Définitivement, je ne pense pas, parce que le HDP, quand même, qui représente une partie de l'opinion kurde, et donc appelle tout le monde à se calmer. Il faut dire que le PKK, qui est bombardé, qui a attaqué bien sûr, mais ces derniers temps, il me semblait que le PKK perdait un peu son rôle. À mesure que le processus de paix avançait, le PKK perdait sa raison d'être. Et peut-être que cette violence
convient à certains des dirigeants du PKK aussi. On ne veut pas exclure cette dimension. Mais à mon avis, le vrai responsable, c'est Erdogan, à la fois pour des raisons internes et pour des raisons régionales. Voilà, c'est dommage parce que la paix entre le PKK et l'État turc n'était pas tout à fait proche, mais enfin c'était une probabilité de plus en plus forte. Aujourd'hui, la Turquie a régressé vers les années 1990 où il y avait une sorte de guerre civile dans le pays. Merci beaucoup Ali Kassan-Zikil pour ce décryptage. Je rappelle que vous êtes l'auteur de La Turquie d'une révolution à une autre. Autre grand titre de l'actualité ce soir, les autorités israéliennes qui continuent de s'activer pour mettre la main sur les extrémistes juifs responsables de l'attaque de Douma qui a coûté la vie à un bébé palestinien et à son père. Les forces de sécurité ont procédé cette nuit à une série d'arrestations dans les implantations. Le contexte est très tendu. On vient d'apprendre à l'instant qu'un attentat au couteau a été perpétré dans une station essence sur une route qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Les forces de sécurité ont tiré sur le terroriste. On parle d'un blessé léger côté israélien. On en reparle dans quelques instants. Mais avant ça, on fait donc le point sur cette série d'arrestations. C'est avec Maël Benoyel. Un simple chemin de terre dans les montagnes de Cisjordanie. À son extrémité, une caravane et deux tentes. Aïe, shalom aleichem. Bienvenue dans l'implantation de Givat Abaladim, ou plutôt un avant-poste de Judée et Samarie. C'est ici, dans la nuit de samedi à dimanche, que les services de renseignement, accompagnés par la police, ont procédé à l'arrestation de 7 membres supposés du mouvement Les Jeunes des Collines. Un groupuscule soupçonné d'être responsable d'actions violentes perpétrées contre des Palestiniens et même suspecté d'être à l'origine de l'attentat commis dans le village palestinien de Douma. C'est quelque chose de spontané, un mouvement qui existe dans beaucoup de secteurs et qui peut apporter de grands changements. Mais ce que je te dis, c'est en mon nom, pas en celui des Jeunes des Collines. Et les habitants de cette implantation, les voici, des jeunes, filmés ici à leur insu car ils refusent la présence des caméras, des mineurs pour la plupart encadrés par un adulte. Ce dernier, filmé ici en pleine conversation téléphonique, a donné l'instruction au groupe de ne pas répondre à nos questions dès notre arrivée sur place. Après quelques minutes d'observation, un des jeunes qui a passé la nuit en garde à vue vient à notre rencontre. Nous filmons toujours à son insu une partie de la conversation dans laquelle il se confie sur l'attentat de Douma. Pour moi, ça n'est pas l'assassinat d'un innocent. Il y a une différence entre un meurtre à l'issue d'une bagarre de rue et ça. Ça fait partie de notre combat contre les non-juifs. Un combat, selon ce juif extrémiste, mené selon des préceptes clairs. Nous devons mener cette guerre de façon cruelle, selon les préceptes de la Torah. Ne faire aucun compromis et rentrer dedans jusqu'au bout. Ça ne veut pas dire non plus violer ou torturer, comme les Arabes aiment le faire. À aucun moment, ce jeune ne confirme ni n'infirme la participation du mouvement dont il fait partie dans l'attentat du village palestinien. Quand tu es dans une situation comme ça, sans issue, où les Arabes nous tuent et que ton gouvernement ne fait rien, moi je comprends que... Je ne dis pas que j'aurais fait la même chose, mais si celui qui a fait ça est juif, il l'a fait car ça fait partie de notre combat contre les Arabes qui souhaitent nous exterminer. Il y a un mois, c'est à cette intersection qu'un juif des environs trouvait la mort dans une attaque à la Kalachnikov. Un attentat qui serait sans doute à l'origine de celui commis juste à côté d'ici contre le village palestinien de Douma, dans lequel un père et son enfant allaient trouver la mort. C'est en tout cas ce que nous a confié ce jeune des collines, tout juste libéré de sa garde à vue, mais toujours en ligne de mire des services de renseignement israéliens qui suspectent certains membres du mouvement extrémiste nationaliste être à l'origine des attentats de Douma. Bonsoir Maxime Pérez. Bonsoir. Alors on l'a vu, un contexte très tendu et puis l'on vient d'apprendre cette attaque à l'arme blanche, attaque au couteau dans cette route qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Que sait-on de plus à l'heure qu'il est? Oui, la fameuse route 433 qui relie donc Tel Aviv à Jérusalem. Peu avant 8 h, un Palestinien est arrivé en voiture à une station essence et il aurait légèrement poignardé au dos un civil israélien avant de se faire neutraliser par des soldats israéliens qui étaient positionnés dans le secteur. Pour l'instant, qui nous parviennent de cette attaque.
attaque. Pour l'instant, des informations assez contradictoires sur l'état de ce Palestinien. Certains l'annoncent grièvement blessé, d'autres déjà morts. On attend la confirmation de la police dans les prochaines minutes. Alors en tout cas, cet attentat intervient dans ce contexte de tension après notamment cette attaque de Douma qui a coûté la vie à un bébé palestinien et à son père. Et on l'a vu, les autorités israéliennes maintiennent la pression pour lutter contre ce qu'on appelle désormais le terrorisme juif. Oui, on peut dire que les autorités israéliennes ont franchi un cap, elles ont joint la parole aux actes. Il y a eu, au-delà de ces arrestations et de ces perquisitions qui ont été menées la nuit dernière, cet acte signé de la main du ministre de la Défense Moshe Yaalon de détention administrative, c'est un dispositif exceptionnel qui d'habitude n'est réservé qu'aux terroristes palestiniens. Donc il faudra voir dans les prochaines semaines comment cette politique, cette main de fer que pour l'instant brandit l'armée et la police israélienne contre ces terroristes juifs, si cette politique est maintenue, ça dépend de deux choses. Ça dépend d'abord de l'attitude du parti le Foyer Juif qui pour l'instant apporte son soutien à cette politique de fermeté. On a entendu les propos extrêmement durs aujourd'hui de son chef Naftali Bennett qui s'est même prononcé en faveur de la peine de mort pour les terroristes juifs. C'est un mot extrêmement fort. Et puis il faudra voir également comment la police et l'armée israélienne passent à l'étape supérieure. Et l'étape supérieure, c'est le démantèlement de ces avant-postes illégaux, là même où vivent ces jeunes des collines, comme on les appelle, ces jeunes radicaux juifs. Et là, évidemment, c'est une autre paire de manches qui attend les autorités. Alors, ces mesures que prennent les autorités israéliennes, est-ce qu'elles sont à même d'apaiser la situation sur le terrain ? Alors, il faut rappeler quand même que quand vous avez recours à la détention administrative, c'est à titre préventif, c'est que vous voulez empêcher que d'autres actes, tels que l'incendie de Douma se produisent. Maintenant, est-ce que c'est à même de dissuader les Palestiniens de se livrer à des actes de représailles ? C'est une autre question. Il y a des appels à la vengeance. Le Hamas dispose de cellules en Cisjordanie, donc il peut y avoir toujours un embrasement. Mais ce qu'on peut dire ce soir, et ce sont les services de sécurité intérieure du Shabak qui l'affirment, l'autorité palestinienne de Mahmoud Abbas agit en interne pour éviter une escalade en embrasement et ce que redoutent évidemment les Israéliens, une troisième intifada. Merci beaucoup Maxime Pérez pour ce décryptage. Je vous rappelle donc cette information de dernière minute. On va regarder ces images qui nous sont parvenues. Les premières images de cette attaque au couteau dans une route qui relie Jérusalem à Tel Aviv. Les forces de sécurité ont neutralisé le terroriste en lui tirant sur les jambes. On ignore quel est son état pour l'heure. On parle en tout cas côté israélien d'un blessé léger. Et bien enfin, après avoir balayé Taïwan, le typhon Soudler frappe la Chine. 12 personnes ont été tuées dans l'est du pays. 5 autres sont également portées disparues dans la province côtière du Zhejiang. Soudler a cependant faibli d'intensité. Voilà, je vous retrouve dans une poignée de secondes. Restez avec nous. Israël maintient la pression sur les milieux extrémistes juifs. 10 jours après l'attaque de Douma qui a coûté la vie à un bébé palestinien et son père. 2 hommes ont été placés en détention administrative pour 6 mois. Les forces de sécurité ont procédé à une série d'arrestations cette nuit en Cisjordanie. Un an après, Ferguson se souvient de Michael Brown. La mort du jeune noir tué sous les balles d'un policier blanc avait ravivé les tensions raciales aux États-Unis. Et puis Tel Aviv sur scène, la polémique enfle. L'événement organisé dans le cadre de Paris-Plage suscite de vives réactions sur les réseaux sociaux. La conseillère de Paris, Danielle Simonet, demande l'annulation de ce rendez-vous prévu pour le 13 août prochain. Merci de nous rejoindre sur i24 News pour la suite du Grand Direct. On en vient à cette polémique qui enfle autour de l'initiative Tel Aviv sur scène. Dans le cadre de ses partenariats culturels avec les grandes villes du monde, Paris-Plage, mais cette année Tel Aviv à l'honneur, l'espace d'une journée. L'événement qui doit se tenir le 13 août prochain crée la polémique sur les réseaux sociaux au moment où la conseillère de Paris, Danielle Simonet, dénonce l'indécence de l'opération. On fait le point avec Myriam Aman. À mesure que le 13 août approche, la polémique augmente, et notamment sur les réseaux sociaux. Tel Aviv sur scène dans le cadre de Paris-Plage ne fait pas l'unanimité. Des tutos reprochent à la capitale parisienne de se mettre aux couleurs d'Israël alors qu'un bébé palestinien était récemment brûlé vif dans l'incendie de sa maison attribué à des extrémistes juifs. D'autres estiment que la France ne devrait pas mettre à l'honneur Israël, coupable selon eux d'autres meurtres d'enfants à Gaza.
D'autres personnalités et internautes ont pris la défense de Tel Aviv-sur-Seine. Le journaliste Claude Askolovitch estime que Tel Aviv est ouverte, vibrante et gaie. Aurore Berger, élue Les Républicains dans les Yvelines, dénonce, elle, la coalition anti-Tel Aviv-sur-Seine, de Soral au Parti des Indigènes, en passant par BDS, ce que la France a de meilleur, écrit-elle sur Twitter. Les internautes ne sont pas les seuls à réagir à la présence de Tel Aviv à Paris-Plage. Une élue du parti de gauche, Danielle Simonet, a dénoncé samedi l'indécence d'organiser une journée Tel Aviv-sur-Seine et a demandé au maire de Paris de revoir la programmation. Du côté de la mairie, on affirme avoir pris la mesure de cette indignation des réseaux sociaux et des risques qui pourraient peser sur l'événement. Au programme sur les quais de Seine ce 13 août, des spécialités locales comme les pita falafel, des animations ludiques et gratuites ainsi qu'une soirée DJ. D'importantes forces de sécurité seront déployées pour assurer l'événement. Voilà, des forces de sécurité déployées car la polémique enfle sur les réseaux sociaux. Léa Berdugo, bonsoir. Bonsoir Daniel. Alors les réactions des internautes ont été très nombreuses sur Twitter notamment. Exactement, chacun y va de son petit commentaire. Alors on a vu beaucoup de tweets de personnes indignées par l'organisation de cette journée. La raison, on l'a entendu, les événements récents qui sont déroulés en Cisjordanie et la politique menée par l'État d'Israël. De nombreux internautes ont soutenu la conseillère de Paris, Danielle Simonet, qui a critiqué cette initiative. Alors on va le voir, Mounbi critique le fait qu'alors qu'un bébé palestinien ait été brûlé vif et que des milliers d'autres souffrent à Gaza, eh bien la mairie de Paris se lance dans cette organisation. Alain Grèche et ses Nouvelles d'Orient invoquent la guerre à Gaza et les 2000 morts palestiniens dans des bombardements israéliens. Alors d'un autre côté, de nombreux internautes soutiennent cette initiative et surtout critiquent les arguments de ceux qui y sont opposés. Une dénommée Sophie s'étonne sur Twitter, c'est quand même fou, dit-elle, qu'à Tel Aviv, juifs, chrétiens et arabes se baignent ensemble et qu'à Paris, ça pose problème. Le chercheur Bruno Tertré argumente de son côté qu'il est imbécile de dénoncer Tel Aviv-sur-Seine au nom de la colonisation pour une raison simple, Daniel, c'est que les colons détestent Tel Aviv. Alors voilà pour les réactions du côté de la société civile. La classe politique également a réagi. Exactement, et en premier lieu, Bruno Julliard, qui est premier adjoint à la mairie de Paris, il a réagi assez vite à cette polémique. Il a déclaré qu'annuler Tel Aviv serait céder à la radicalisation. Ceux qui refusent ce partenariat sont les mêmes que ceux qui appellent au boycott général d'Israël. Nous ne voulons pas punir une population et des villes qui œuvrent pour la paix. Mais il a tenu toutefois à mettre ses distances avec la politique du gouvernement israélien et l'État hébreu dans son ensemble. C'est uniquement la ville de Tel Aviv qui est célébrée, a-t-il dit. Une ville connue pour ses nuits de fête et son ouverture. Il a dénoncé la politique de colonisation brutale et condamnable du gouvernement israélien. Merci beaucoup Léa Berdugo pour cette analyse. Alors comment est-ce que la mairie de Paris qui organise l'événement réagit-elle à la polémique? On en parle tout de suite avec Patrick Klugman, adjoint au maire de Paris pour la presse internationale. Bonsoir. Bonsoir. Alors est-ce que pour la presse internationale, je suis en charge des affaires internationales. Pour les affaires internationales, pardonnez-moi. Alors Patrick Klugman, est-ce que vous vous attendiez à un tel déchaînement lorsque vous avez mis en place cette journée Tel Aviv-sur-Seine? Écoutez, l'idée est née le plus naturellement du monde. Lorsque nous étions au mois de mai à Tel Aviv avec Anne Hidalgo, il y a eu un déjeuner entre les deux maires, Ron Huldaï et Anne Hidalgo, et dans le cadre de nos coopérations, qui sont nombreuses, qui sont anciennes, de nos liens d'amitié, on s'est dit, tiens, ça serait une idée formidable que cette année à Paris-Plage, on accueille Tel Aviv, qui est une grande ville balnéaire, qui est connue pour la nuit, pour la fête. Et l'idée nous a semblé à nous totalement évidente. Et on n'a pensé à rien d'autre à ce moment-là que ça serait une belle et bonne idée. Et les deux villes, les services, se sont mis à très bien travailler. Et donc nous n'avions pas du tout anticipé une réaction aussi hostile. Donc voilà, nous n'avons pensé que à Paris-Plage et que à la belle idée d'accueillir Tel Aviv sur Paris-Plage. Et en attendant, vous avez dû tout de même faire face à cette polémique et vous avez décidé de maintenir l'événement. Vous avez voulu faire passer un message en maintenant cet événement? Écoutez, il y a un message très important à faire passer. D'abord, il s'agit de la diplomatie des villes. Si on se met à punir Tel Aviv pour les méfaits d'un gouvernement ou d'un autre, c'est que nous détruisons toute la politique internationale que nous faisons à longueur d'année. Nous avons des liens de ville à ville, des accords d'amitié. Si on se met à punir une ville pour ce que fait un gouvernement, on est fini de ce que nous appelons la diplomatie des villes, premièrement. Deuxièmement, si on se met
à écouter la fureur des antisionistes qui veulent ensevelir d'un seul trait, d'un seul cri, d'une seule haine, tout ce qui se rapproche d'Israël, alors nous sommes foutus. En tant que démocrates, en tant que, je dirais, amoureux des échanges, nous avons tout perdu. Je crois qu'il y a là une question de principe. Accueillir Tel Aviv, ça veut dire que nous croyons au dialogue, à la nuance, à la mixité, à la tolérance, et que nous condamnons fermement l'entreprise de boycott parce qu'elle est totalitaire. Ah oui, c'est vrai. On peut avoir les idées que l'on veut sur la politique israélienne, je ne la soutiens pas, mais c'est pas là le débat. Ceux qui sont contre Tel Aviv sur scène ne veulent rien entendre d'Israël, de sa diversité et de sa complexité. Et donc c'est cela que nous voulons maintenir. Et nous sommes, je le dis ici à la ville de Paris, nous sommes fiers d'accueillir Tel Aviv à Paris-Plage. D'autant plus fier que traditionnellement, la mairie de Paris a une politique très ouverte vis-à-vis d'Israël. On se souvient notamment de cette photo de Gilad Shalit sur les façades de l'établissement. Est-ce qu'Anne Hidalgo, la maire Anne Hidalgo, s'inscrit elle aussi dans cette volonté de ne pas tomber dans le piège de la mise à l'écart à tout prix d'Israël finalement? Écoutez, je ne suis que l'adjoint de Anne Hidalgo, donc je n'aurais aucune légitimité, aucun titre pour vous dire autre chose si je n'avais pas reçu le plein et entier soutien de Anne Hidalgo. C'est d'ailleurs dans un déjeuner entre les deux maires, encore une fois, qu'a jamais cette idée. J'ai eu la maire de Paris, elle est en vacances, elle n'est pas à Paris. Nous sommes entretenus longuement hier au téléphone sur l'agitation, les polémiques, les messages de haine, et elle est très 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 sereine et très enthousiaste. Elle aime beaucoup Tel Aviv, c'est une ville qu'elle connaît, qu'elle a visitée à de nombreuses reprises, dans laquelle elle a des liens d'amitié, et elle pense vraiment que faire à Paris la promotion de Tel Aviv, c'est faire quelque part la promotion de l'intelligence, de la culture, et donc faire avancer la pédagogie de la paix. J'ajoute que nous avons des liens d'amitié avec des villes de Palestine. Nous avons des liens d'amitié avec Bethléem, avec Ramallah, et que nous n'aurions pas pu céder comme si on nous avait demandé d'annuler quelque chose avec Bethléem en raison de la politique palestinienne au sens global. Donc nous avons vraiment une politique très raisonnée, très raisonnable, mais très engagée. Nous parlons à tout le monde, et Paris, encore une fois, est fière de ses liens avec Tel Aviv. Elle va les multiplier, elle va les amplifier. Nous avons d'ailleurs voté au Conseil de Paris un vœu pour, je dirais, accroître nos liens d'amitié avec des villes israéliennes, et pas seulement ceux avec Tel Aviv, mais nous sommes particulièrement fiers de ceux avec Tel Aviv. Et je vais vous dire, c'est pas un acte de générosité de la part de Paris. Nous avons besoin de Tel Aviv. Nous avons besoin de sa créativité, de son énergie. Dans, par exemple, la création de start-up, nous avons des échanges formidables. Tel Aviv est une ville connue dans le monde entier pour sa tolérance sur les minorités sexuelles. C'est quelque chose qui nous importe aussi à Paris. Donc, quand on accueille Tel Aviv à Paris, c'est pas un acte de bravoure ou d'idéologie. C'est quelque chose qui est important pour Paris parce que c'est une ville qui compte, Tel Aviv, à l'échelle mondiale. Et donc, nous sommes heureux de développer nos liens d'amitié et de fraternité avec cette ville. Merci beaucoup, Patrick Klugman. Je rappelle que vous êtes adjoint au maire de Paris pour les affaires internationales. Tout à fait. En bref, ces nouvelles violences dans l'est de l'Ukraine. 4 véhicules blindés de l'OSCE ont été détruits pendant la nuit dans un incendie criminel qui visait la résidence de la mission de surveillance des observateurs à Donetsk. Kiev et les rebelles se sont accusés mutuellement d'être derrière cette attaque. Des attaques qui, il faut le savoir, se sont multipliées ces derniers temps contre les observateurs de l'OSCE, alors que les violences meurtrières ne connaissent pas de répit malgré la trêve qui avait été instaurée à la mi-février. On en vient à ce nouvel épisode dans la dégradation des relations entre Israël et les États-Unis. Le duel à distance entre Benjamin Netanyahou et Barack Obama continue de se jouer. Dans une interview accordée ce week-end à CNN, le président américain affirme que l'ingérence du Premier ministre israélien dans les affaires intérieures américaines est sans précédent parmi les chefs d'État étrangers. Plus de détails avec Joseph Emmanuel. Rien ne va plus entre Barack Obama et Benjamin Netanyahou. C'est ce qui ressort d'une interview accordée par le président américain à la chaîne américaine CNN. À plusieurs reprises, le locataire de la Maison-Blanche rappelle le lien profond qui unit les États-Unis à Israël
Puis il répond à une question sur l'ingérence israélienne. Se souvient-il d'un cas similaire dans l'histoire des États-Unis? Je ne me rappelle pas d'un exemple comme ça. Le président Obama se voit alors rétorquer qu'une majorité d'Américains, comme la majorité de son Congrès, est contre l'accord. Alors pourquoi l'avoir signé? Parce que les gens n'ont pas toutes les informations. C'est une affaire très compliquée. Nous négocions avec un régime qui chante mort à l'Amérique et qui n'approuve pas la politique des États-Unis. Une majorité qui n'approuve pas, comme le Premier ministre israélien. Depuis plusieurs mois, Binyamin Netanyahou livre toutes ses forces pour que les grandes puissances, avec en tête les États-Unis, ne signent pas l'accord avec l'Iran sur le nucléaire. Mais cet accord a été signé à Vienne le 14 juillet dernier. Le Premier ministre réagissait dans les minutes qui suivaient. Quelle erreur historique! Israël n'est pas lié par cet accord et Israël n'y est pas lié parce que l'Iran continue de chercher à nous détruire. Nous nous défendrons toujours. Et Netanyahou défend désormais son point de vue auprès des membres du Congrès américain. Ils devront voter en septembre sur la ratification ou non de l'accord. Mercredi dernier, devant les étudiants de la prestigieuse American University, Barack Obama avait affirmé qu'Israël est le seul pays à s'être publiquement opposé à l'accord conclu avec l'Iran. Aujourd'hui, les pays sunnites du Moyen-Orient, Arabie saoudite en tête, mais encore la majorité des républicains et même certains démocrates comme le sénateur Chuck Schumer se prononcent contre l'accord. Mais la réponse de Barack Obama aux détracteurs de l'accord ne change pas. Il le qualifie de meilleur accord sur le nucléaire jamais signé et a même été chercher le soutien de grands noms de la science. 29 scientifiques américains, dont certains nobelisés, apportent leur soutien à leur président, un soutien d'importance, mais un soutien scientifique quand l'État hébreu tente de décrocher des soutiens politiques. Et pour parler de ces tensions entre Israël et les États-Unis, j'accueille Michael Barzvi, professeur de philosophie politique. Bonsoir. Bonsoir. Alors tout d'abord, est-ce que ces déclarations de Barack Obama sont exactes? Est-ce que c'est vraiment du jamais vu, cette ingérence de Binyamin Netanyahou? Alors le mot ingérence est déjà problématique. Il a une connotation péjorative ou une connotation qu'on n'utilise pas dans des pays qui sont alliés. C'est en général, quand on dit ingérence, c'est à l'égard de pays qui sont soit ennemis, en tout cas des adversaires politiques. Donc c'est la première fois qu'on utilise le mot ingérence. Et puis Barack Obama a une façon de se faire poser les questions auxquelles il a envie de répondre. C'est-à-dire que là, ça faisait un petit peu, comme on a vu dans l'interview de CNN, c'est on lui met la balle au filet et il a qu'à se matcher, quoi. C'est exactement ça. On lui demande est-ce que vous pensez que c'est déjà une intervention trop importante? Alors évidemment, il donne une réponse qu'il a envie de donner. Cela dit, il y a eu des crises entre Israël et les États-Unis, notamment il y a 30 ans à propos de Pollard, une crise beaucoup plus grave que celle d'aujourd'hui, qui était une réelle crise de confiance. Il y a eu d'autres crises par le passé, donc ce n'est pas la première fois qu'il y a des interventions d'ici ou de là. Je rappelle qu'il y a quand même en Israël un certain nombre d'organisations qui sont financées par les États-Unis et qui agissent contre la politique du gouvernement de Netanyahou à plusieurs niveaux. Donc ça n'est pas vraiment une ingérence, c'est une tentative de faire pression sur des opinions publiques. Alors on le sait, l'accord aux États-Unis n'est pas soutenu par la population. Il y a un problème au Congrès. Il risque l'accord sur le nucléaire iranien. Voilà, c'est l'accord sur le nucléaire iranien. Ça risque d'être mis en minorité par les parlements dans les deux chambres américaines. Il y a des défections dans le camp démocrate. Évidemment, tous les républicains sont contre. Donc Obama veut faire passer cet accord qui est, je le répète, je dirais, le seul véritable accord du gouvernement Obama sur le plan international. En Ukraine. Est-ce que vous pensez que ces campagnes et du côté de Binyamin Netanyahou et du côté de Barack Obama ont vraiment influencé ce vote au Congrès ? Je crois que oui, parce que la plupart des députés, surtout les députés, comme par exemple on a cité Schumer qui est de l'État de New York, où il y a une forte communauté juive américaine qui soutient Israël, et donc ces députés-là, ils sont quand même élus par les gens qui habitent dans leur région, et donc il y a une influence de la communauté juive, et la communauté juive soutient Israël sur cette question. Alors ça peut avoir une influence parce que les députés sont à l'écoute de leurs électeurs, et c'est tout à fait normal. D'un autre côté, je pense que Netanyahou joue aussi sur une politique intérieure. Il est soutenu en Israël, il y a un consensus sur le fait que cet accord est mauvais, le fait que cet accord
il y a encore un certain nombre de choses qui ne sont pas connues. Et à chaque fois que Obama dit « je peux prouver que cet accord est un excellent accord ou le meilleur accord possible », on apprend des nouvelles qui sont plutôt négatives par rapport à cet accord. Donc là, c'est une partie de bras de fer. Et puis, un bras de fer entre deux hommes, est-ce qu'il est en train de prendre le pas, cette brouille entre les deux hommes, sur la brouille entre deux pays finalement? Est-ce que c'est une histoire d'affaires personnelles également? Je crois qu'il y a une antipathie évidente entre les deux personnes, ça c'est tout à fait clair. Je pense que sur le plan des Américains et des Israéliens, l'amitié existe. Et puis, il y a une alliance stratégique. Franchement, au Proche-Orient, avec ce qui se passe en Turquie, avec ce qui se passe en Syrie, avec ce qui se passe dans toute cette région qui est embrasée par, je dirais, le radicalisme islamiste, on est quand même l'allié principal, l'allié privilégié des États-Unis. Et ça, stratégiquement, c'est important. Je pense que les États-Unis le savent. Il n'y a eu aucune annulation de manœuvres communes avec l'armée américaine. La livraison, il n'y a pas de problème sur la livraison d'armes. Je veux dire, tout ça, l'alliance stratégique, elle se maintient et elle dépasse les hommes. Cela dit, il y a malgré tout, je dirais, une érosion dans l'opinion publique américaine. On le voit, il y a des campagnes qui sont menées qui n'existaient pas il y a quelques années, des campagnes de boycott contre Israël, le BDS, toutes les choses qu'on connaît et qui prennent de l'ampleur, notamment dans ce qu'on peut appeler, si vous voulez, la gauche américaine démocrate. Alors on voit par exemple dans le BDS que beaucoup d'associations et de personnes qui ont soutenu Obama sont contre Israël, y compris dans des campagnes qui dépassent le soutien, je dirais, ou l'antipathie à l'égard de Netanyahou, mais qui sont des fois des campagnes de boycott d'Israël. Et ça, c'est beaucoup plus dangereux. Alors c'est vrai qu'il y a une érosion et qu'il y a un risque. Je pense que Israël doit réfléchir à sa diplomatie. Aujourd'hui, nous n'avons pas de ministre des Affaires étrangères. Et ça, c'est un gros problème sur le plan diplomatique, sur le plan de la hasbara, comme on dit, sur le plan de l'information sur Israël. Il y a une véritable campagne de boycott d'Israël. Et tout ce débat sur le nucléaire iranien, il influe aussi sur le boycott contre Israël. Et ça, je pense qu'à long terme, c'est beaucoup plus important. Ce que majeur, oui. C'est ça qui peut coûter à Israël. C'est la principale conséquence de cette brouille entre Israël et les États-Unis. Je pense qu'il y a un soutien, disons, massif en États-Unis à l'égard d'Israël. Mais c'est vrai que dans l'intelligentsia, dans certains milieux, notamment de la gauche américaine, il y a une érosion du soutien à Israël qui dépasse même le soutien éventuel à tel ou tel gouvernement. Alors on peut critiquer Netanyahou ou tout autre gouvernement d'Israël, mais il y a toujours eu un soutien américain à, je dirais, à la démocratie israélienne et à l'alliance stratégique avec Israël. Pour l'instant, ça n'est pas entamé, mais toutes ces campagnes qui visent finalement à isoler Israël, et je crois que ce que dit Obama est extrêmement grave, parce que ça dépasse l'antipathie à l'égard de Netanyahou. Quand Obama, qui sait très bien qu'il y a un consensus en Israël, y compris l'opposition, sur l'opposition à l'accord iranien, lorsqu'il dit Israël est isolé et que il ne dit pas la vérité, puisqu'il n'y a pas qu'Israël qui pense que cet accord est mauvais. Les pays du Golfe l'ont dit que cet accord était mauvais. Il y a des gens au sein même des États-Unis, dans son propre parti, qui disent que l'accord est mauvais. Donc Israël n'est pas si isolé que ça. Mais dire Israël est isolé, c'est participer à cette campagne qui a pour but, à long terme, d'isoler Israël. Et ça peut être très grave. Et je pense qu'Israël doit modifier ses stratégies. Alors là, il y a deux options possibles. Ou bien on considère que l'affaire est pliée, comme on dit, et donc on passe à autre chose. On essaye de considérer que cet accord sera signé de toute façon, et on n'essaie plus de l'empêcher. On essaye de rétablir de meilleures relations avec les États-Unis, ou bien on continue à essayer de s'opposer. Et là, vraiment, il y a un choix stratégique à faire que la diplomatie israélienne doit prendre, prendre une décision dans les prochaines semaines, et mieux vaut tard que jamais. Avec une échéance, c'est le vote du Congrès. Merci beaucoup, Michael Barzvi, pour cette analyse. Il y a tout juste 14 ans, Jérusalem était meurtrie par l'attentat de la pizzeria Sbarro. Le 9 août 2001, à 14h, un terroriste fait exploser sa bombe dans ce restaurant en plein centre-ville. Le bilan est très lourd. 15 Israéliens sont tués, dont 7 enfants, et 130 autres sont grièvement blessés. Rétrospectiviste avec Maxime Pérez. 9 août 2001. Un kamikaze palestinien vient d'actionner sa ceinture explosive à l'intérieur du restaurant Sbarro, en plein centre-ville de Jérusalem. À 14h, la pizzeria est bondée. Il y a des dizaines de victimes. En quelques minutes, les ambulances arrivent sur les lieux de l'attaque et la police tente de s'organiser dans le chaos. Les rares témoins de ne pas avoir été touchés sont en état de choc. Bilan, 15 morts dont 7 enfants et près de 130 blessés. L'attentat de la pizzeria Sbarro est l'un des plus emblématiques de la seconde intifada.
Une attaque revendiquée conjointement par le Hamas et le djihad islamique. À l'époque, l'autorité palestinienne de Yasser Arafat parle d'une réponse à la politique d'Ariel Sharon. Mais si 14 ans après, l'attentat reste encore douloureux pour l'opinion publique israélienne, c'est que l'un de ses cerveaux, la palestinienne Ahlam Tamimi, n'a jamais exprimé de remords. N'avez-vous jamais pensé aux gens qui étaient dans le restaurant, aux familles, aux enfants? Non. Savez-vous combien d'enfants sont morts dans la pizzeria? 3 enfants sont morts dans le restaurant, je crois. Non, 8. 8? Ok, 8. Ahlam Tamimi est celle qui avait conduit en voiture le kamikaze palestinien. Malgré sa condamnation à 16 peines de prison à perpétuité, elle a été libérée en octobre 2011 dans le cadre de l'accord qui a vu la libération de Gilad Shalit. Et c'est une première dans les territoires palestiniens. À 33 ans, Tahrir Hamad est devenue la première femme à célébrer des mariages musulmans dans la région. C'est une mini-révolution à l'échelle des femmes palestiniennes, comme nous l'explique Léa Volbert. Comme des milliers d'autres couples, Taher et Rawan ont choisi d'officialiser leur amour cet été. Seulement ces 2 Palestiniens ont décidé d'être mariés sur leur terre et par une femme. C'est super. Je défends entièrement le droit des femmes et c'est vraiment bien. Ça fait avancer la place de la femme dans la société. Tahrir Hamad a 33 ans. Depuis le 29 juillet dernier, elle est officiellement mazouna, c'est-à-dire dignitaire musulmane habilitée à sceller mariage et divorce. Ce qui m'a encouragée, c'est quand j'ai vu que des gens me soutenaient. Certains continuent de refuser, bien sûr, mais j'apprécie quand je vois des gens entrer dans le bureau et que ce soit un homme ou une femme, ils viennent prendre leur contrat de mariage sans considération pour le sexe de l'employé. Après 10 ans d'études islamiques et un master de droit musulman, elle fait donc partie des 5 juges du tribunal de Ramallah. Elle est la première à célébrer des mariages musulmans dans les territoires palestiniens, la première à bouleverser la tradition pour faire évoluer le droit des femmes. Alors bien sûr, il faut faire face au conservatisme de certains. Hier, quelqu'un a refusé que je le marie et j'ai voulu qu'il me donne une raison. Je me suis dit que je n'étais pas en colère, que je respectais son opinion et je souriais. Mais qu'il me donne simplement une bonne raison, religieuse ou juridique. Et je peux vous dire qu'il n'y a pas de règle religieuse qui interdit aux femmes de faire ce travail. Mais il a dit non, je ne veux pas qu'une femme me marie, c'est tout. Il ne pouvait pas me donner de bonnes raisons. Mais Tahrir Hamad préfère retenir l'enthousiasme de la majorité des Palestiniens. En une semaine, elle a déjà célébré 8 mariages. Le peuple palestinien est un peuple intelligent, respectueux et éduqué. C'est une bonne chose qu'il progresse et je le soutiens. Seulement dans les territoires palestiniens, les femmes restent majoritairement reléguées au second plan. Sur 18 ministres, le gouvernement actuel ne compte que 3 femmes. Le chemin vers la parité s'annonce long, mais tous les espoirs restent permis. Avant Tahrir Hamad, 3 femmes sont devenues juges dans des tribunaux civils, peut-être les 3 premières d'une longue liste. Dans le reste de l'actualité, cette commémoration, celle des 70 ans de l'attaque sur Nagasaki. 3 jours après Hiroshima, les Japonais se souviennent aujourd'hui d'une page douloureuse de leur histoire, l'attaque nucléaire qui a anéanti cette ville de l'ouest du pays. 74 000 personnes ont alors été tuées. Le récit de Myriam Aman. 9 août 1945, 11h02. Les Américains larguent une bombe atomique sur Nagasaki, 3 jours seulement après l'attaque sur Hiroshima. 74 000 personnes périssent dans l'explosion, 80% des bâtiments de la ville sont soufflés. 70 ans plus tard, à l'heure exacte de l'impact, les cloches de la ville retentissent. Les Japonais se recueillent et se souviennent. J'ai été jeté à terre avec mon vélo à une vitesse de 200 à 300 mètres par seconde et mon dos a été brûlé par l'explosion et les radiations en un instant. J'ai senti le sol trembler pendant un moment et j'ai cru que j'allais mourir. Mais je me suis convaincu que je ne pouvais pas mourir là-bas. Quand ça s'est calmé, je me suis rendu compte que la peau de mon bras gauche, de l'épaule jusqu'au bout du doigt, pendait comme une serpillière. Comme à Hiroshima jeudi dernier, le Premier ministre japonais insiste. La lutte contre les armes nucléaires est l'une des bases de la politique du pays. En tant que seul pays au monde à avoir connu une bombe atomique pendant la guerre et dans le respect de nos 3 principes non nucléaires, je renouvelle la volonté du Japon à être un meneur du mouvement mondial contre les armes nucléaires.
À travers les cérémonies annuelles, les cités meurtries de Hiroshima et de Nagasaki perpétuent le souvenir de ces désastres et de leurs victimes. Voilà donc pour l'essentiel de l'actualité. Avant de se quitter pour une troisième partie, je vous propose de revenir sur l'une de ces informations de dernière minute. Attentat à l'arme blanche sur une route reliant Jérusalem à Tel Aviv. Attentat au couteau. Il s'agit d'un groupe d'assaillants palestiniens qui ont donc poignardé un civil israélien qui se trouvait à une station essence sur cette route 443. Les forces de sécurité ont tiré sur le groupe d'assaillants afin d'empêcher leur fuite. 3 d'entre eux se sont échappés. L'un d'entre eux a été neutralisé. L'homme israélien blessé est âgé de 28 ans. Il a été légèrement blessé. Voilà donc pour ces premières images qui nous sont parvenues dans ce contexte très tendu après cette attaque de Douma notamment. Je vous retrouve dans quelques instants pour la suite du Grand Direct. Soyez au rendez-vous. La suite du Grand Direct sur i24 News. Merci d'être avec nous. En France, Jean-Marie Le Pen ne décolère pas. Dans une interview accordée au journal du dimanche, le fondateur du Front National s'en est encore pris à l'actuelle présidente du parti d'extrême droite, sa fille, Marine Le Pen. Il dit envisager sérieusement de ne pas voter pour elle en 2017 et puis il doute de sa victoire au présidentiel. Plus de détails avec Chloé Demoulin. Marine Le Pen a beau vouloir l'évincer du paysage, son père s'accroche. D'abord en justice où Jean-Marie Le Pen a gagné plusieurs recours contre sa suspension du parti, mais aussi dans les médias qui sont à l'affût du moindre coup d'éclat dans cette guerre qui dure depuis des mois. Et dans les colonnes du journal du dimanche, celui qui n'a jamais vraiment été tendre avec sa fille ne retient plus ses coups. Regrette-t-il d'avoir choisi sa fille pour lui succéder? Jean-Marie Le Pen dit l'avoir préférée à Bruno Gollnisch pour son âge et sa santé. Et il tacle. En 4 ans, elle ne s'est pas améliorée. Pour lui, la patronne du FN scie la branche sur laquelle elle est assise. Fidèle à ses précédentes déclarations, il s'en prend également à Florian Philippot, le bras droit de sa fille et celui qui l'a aidé à dédiaboliser l'image du parti. Jean-Marie Le Pen le qualifie de mauvais génie et n'exclut pas qu'il puisse être de mèche avec Nicolas Sarkozy. Mais cette fois, le fondateur du Front National va encore plus loin. Si sa fille ne change ni de ligne politique ni de procédé, il ne votera pas pour elle en 2017. Un acte qui constituerait un point de non-retour dans le conflit qui les oppose. En attendant, Jean-Marie Le Pen est convoqué le 20 août par le bureau exécutif du FN. S'il ne se fait aucune illusion sur son exclusion du parti, il compte bien se livrer à un dernier baroud d'honneur et leur dire en face ce qu'il pense. Dans l'actualité également, ce nouvel épisode de la crise des migrants. 18 migrants cachés dans un camion ont été arrêtés en Grande-Bretagne. La police a été alertée par l'appel téléphonique d'un automobiliste. Il a affirmé avoir constaté une activité suspecte du camion qui circulait devant lui. Le chauffeur, un Polonais de 40 ans, a également été arrêté. Il est soupçonné d'aide à l'entrée illégale de migrants, comme nous l'explique Léa Volbert. Ce dimanche, la police britannique a annoncé avoir découvert 18 personnes soupçonnées d'être entrées illégalement sur le territoire. Ces migrants étaient cachés dans un camion. Le véhicule a été arrêté pour un contrôle sur l'autoroute près de Flamsteed, au nord de l'Angleterre, à environ 180 km de l'arrivée du tunnel sous la Manche. Le chauffeur, un Polonais de 40 ans, était soupçonné d'aide à l'entrée illégale sur le territoire. Les 18 migrants ont été placés en rétention. Le ministre britannique des Affaires étrangères a accordé une interview à la BBC. Il répond aux critiques grandissantes sur sa gestion du flux de migrants ces dernières semaines. La situation n'est pas soutenable parce que l'Union européenne ne peut pas se protéger et préserver son niveau de vie et ses structures sociales si elle doit absorber des millions de migrants venant d'Afrique. Londres a récemment annoncé l'envoi de barrières et de chiens renifleurs supplémentaires. Une centaine de personnes seront également envoyées en renfort pour sécuriser le site du tunnel sous la Manche. Samedi, près de 170 manifestants se sont réunis à Calais en mémoire des migrants morts en tentant de rejoindre l'Angleterre.
C'est un nouveau revers pour les rebelles Houthis et leurs alliés dans le sud du Yémen. Les forces loyalistes yéménites soutenues par des frappes aériennes de la coalition arabe ont repris aujourd'hui le contrôle de la capitale de la province d'Abiané. La prise de Zinjibar survient au lendemain de l'arrivée dans la capitale yéménite Sanaa du président du comité international de la Croix-Rouge. Il est venu se faire une idée de la situation humanitaire dans ce pays qui est ravagé par plus de 4 mois de guerre. Explication Solal Azerwal. Sanaa, théâtre d'un affrontement sanglant. Patrimoine mondial de l'humanité, la capitale du Yémen a été bombardée par la coalition saoudienne pour y déloger les rebelles houtistes. Bilan, près de 4000 morts pour la moitié des civils et un pays en état de catastrophe humanitaire selon les organisations internationales. Président du comité international de la Croix-Rouge, Peter Maurer veut voir la ruine de ses propres yeux et par 3 jours, au cœur du chaos. Je suis venu au Yémen pour me faire ma propre opinion de l'impact du conflit récent. Cette vieille ville de Sanaa, à l'instar d'autres villes yéménites, est particulièrement touchée par le conflit. Un conflit qui oppose les forces loyalistes aux rebelles chiites houthis. Selon Médecins sans frontières, en 4 mois, le conflit a fait plus de 20 000 blessés. Les dommages matériels, eux, ne sont pas quantifiables. Le patrimoine culturel est protégé par le droit international humanitaire. C'est précisément le rôle du CICR de le faire respecter. Nous discutons avec toutes les parties en présence dans ce conflit pour les sensibiliser sur le droit international humanitaire. Un droit international humanitaire loin d'être appliqué au Yémen. Depuis le début 2014, aucune des trêves humanitaires n'a été respectée. Retour en Israël où la loi autorisant l'alimentation forcée des détenus continue de susciter la polémique. L'ONU a fait savoir dans un communiqué samedi qu'elle était opposée à cette loi adoptée par le Parlement israélien en juillet dernier pour faire face aux grèves de la faim des détenus palestiniens. Cette déclaration de l'ONU intervient alors que les autorités israéliennes vont alimenter de force, pour la première fois, un prisonnier palestinien gréviste de la faim. Il s'agit d'un militant du djihad islamique hospitalisé en danger de mort imminente après 50 jours de grève de la faim. Plus de détails avec Joseph Emmanuel. Si leur vie est en danger, ils mangeront de force. Le Parlement israélien vient d'adopter une loi pour autoriser l'alimentation de force des prisonniers en grève de la faim. La loi est censée répondre à une certaine façon de faire pression sur les autorités israéliennes. En juin 2014, un très vaste mouvement palestinien de grève de la faim avait vu des dizaines de prisonniers hospitalisés. Si le texte de loi ne mentionne pas explicitement les Palestiniens, le ministre de la Sécurité intérieure établit un lien entre les terroristes emprisonnés et leurs menaces sur Israël. La loi a été adoptée par 46 voix contre 40 sur un total de 120 députés. Un équilibre correct, selon certains parlementaires, entre l'intérêt de l'État à préserver la vie d'un prisonnier et les droits du détenu. La loi sera appliquée uniquement si un docteur estime que la poursuite de la grève de la faim crée un risque immédiat pour la vie du prisonnier ou des dégâts permanents à sa santé. Réaction immédiate de la liste arabe unie, elle dénonce une loi pour torturer les prisonniers palestiniens. Interrogé sur le lien entre l'obligation de se nourrir et la torture, le Parti arabe uni répond que cette loi nie le droit légitime à résister et qu'elle reflète une vision distordue qu'a le Premier ministre du droit fondamental. Enfin, selon l'Association pour les droits civiques en Israël, la majorité des prisonniers en grève de la faim sont des Palestiniens maintenus en détention administrative, une disposition controversée héritée de la période mandataire britannique. Mais les autorités israéliennes rétorquent que la mort de prisonniers palestiniens, des suites d'une grève de la faim, risquerait de déclencher de fortes protestations, un argument balayé par l'Association médicale d'Israël. Dans une vision plus médicale que politique, elle considère que l'alimentation forcée est une forme de torture et reste médicalement risquée. Un avis partagé par l'ONU, l'instance internationale a fait savoir qu'elle s'opposait totalement à la loi.
On reste en Israël pour parler cette fois de cette découverte archéologique. Des chercheurs de l'université de Bar-Ilan ont découvert des fortifications et l'entrée de la ville biblique de Gath du royaume des Philistins, ville qui était autrefois la maison du géant Goliath. C'est un reportage signé Uri Shapira et Julia Calancia. L'histoire est écrite par les vainqueurs, disait Walter Benjamin. Mais quand il s'agit de l'époque biblique, le vainqueur est difficile à identifier. Une découverte archéologique à Tel Safi, dans le sud d'Israël, a révélé de nouveaux détails intéressants quant à l'équilibre des forces entre les Israélites et les Philistins pendant l'âge de bronze. Gath était grand, prospère et puissant. De ce fait, les possibilités pour le royaume de Judée de se développer et s'étendre étaient limitées. Nous doutons du fait que le royaume de Judée ait pu vraiment inclure la Palestine. Les fouilles dirigées par le professeur Aren Meir et faites par des archéologues et des volontaires ont révélé la puissance des fortifications entourant la ville philistine de Gath. D'après le professeur Meir, l'histoire biblique ne correspond pas toujours à la réalité archéologique. On s'imagine que les Philistins étaient des barbares et qu'ils étaient les ennemis des Israélites. La culture philistine était dynamique, internationale et très avancée. Le professeur Meir et son équipe sont impatients de continuer leurs fouilles et de découvrir la vérité sur cette époque. Mais ils espèrent ne pas trop avoir à entrer dans des débats sur les contradictions entre archéologie et tradition. Il est vrai que ces découvertes changent la perspective que nous avions de l'histoire biblique, mais comme le dit la Bible, ne le dites pas dans Gath, ne l'annoncez pas dans les rues d'Ashkelon. On ouvre une page de sport. Le football a repris ses droits ce week-end avec l'ouverture du championnat de Ligue 1. Et premier coup de théâtre, Marcelo Bielsa claque la porte de l'OM. Quelques minutes après la défaite de son équipe face à Caen, l'entraîneur argentin qui est en poste depuis l'été 2014 évoque un désaccord d'ordre privé avec la direction du club olympien. Explication Solal Azeroual. Coup de théâtre à Marseille, El Loco démissionne. Première journée de Ligue 1 et première défaite à domicile pour l'Olympique de Marseille. Mais le pire reste à venir. Son entraîneur vedette, Marcelo Bielsa, annonce sa démission. En poste depuis un an, l'Argentin reproche à sa direction d'avoir voulu changer les termes de son contrat, qu'il était pourtant prêt à prolonger jusqu'en 2017. À l'issue de la défaite 1-0 face à Caen, l'entraîneur se rend à la conférence de presse, répond aux journalistes et surprend l'assistance. Je viens de démissionner de mon poste d'entraîneur à l'Olympique de Marseille. Comme vous le savez, j'ai refusé plusieurs offres importantes parce que je voulais rester à Marseille. Je ne le regrette pas, car j'étais très attiré par ce projet. Aujourd'hui, ma position est de ne pas continuer à travailler avec vous. Elle est définitive. Le travail en commun exige un minimum de confiance que nous n'avons plus. La cité phocéenne est abasourdie. Véritable icône, El Loco était connu pour travailler plus de 15 heures par jour. Mais selon ses dires, il ne pouvait pas accepter les conditions d'instabilité. Désaccord ou mésentente avec la direction, c'est un véritable coup de massue pour ses joueurs, son public et pour le président du club marseillais. Je suis évidemment, comme tous les supporters de l'OM, abasourdi par la décision brutale de Marcelo Bielsa. Obstiné et imprévisible, El Loco aura définitivement laissé une trace indélébile sur la canebière. Et direction à présent la villa Autodromo, cette favela tranquille située au bord du parc olympique dans la zone ouest de Rio. Avec les travaux de préparation des Jeux, 3000 habitants ont été contraints de partir. Ils ont été relogés par les autorités. Cependant, une trentaine de familles résident toujours. Leur rêve, pouvoir y rester un an avant le coup d'envoi des Jeux. Mais l'espoir de voir ce rêve se réaliser reste très mince. Explication en images. D'un côté, un gigantesque parc olympique en construction. De l'autre, un champ de ruines et de gravats. De cette ancienne petite favela en bordure de lac, seules quelques maisons tiennent encore debout. À un an du coup d'envoi des JO, la mairie a exproprié et relogé la quasi-totalité des familles. Mais certaines font encore de la résistance. Maria da Peña est une de ces irréductibles qui veut faire valoir son droit à rester sur le terrain qu'elle considère le sien.
Ce n'est pas à cause des organisateurs des Jeux qu'on est expulsé, c'est à cause de la spéculation immobilière. Parce qu'on sait que dans le futur, après les Jeux Olympiques, ici ce sera un quartier avec des centres commerciaux, des immeubles, que ce sera un quartier chic. Ce combat, les habitants l'ont lancé il y a plus d'une vingtaine d'années quand la mairie de l'époque prétextait au départ un préjudice écologique et esthétique. Avant la Coupe du Monde, des habitants et des urbanistes s'étaient réunis pour proposer un plan alternatif et sauver la Villa Autodromo. Mais pour le maire, Eduardo Paes, la favela est sur le trajet d'une route qui doit être construite pour faciliter l'accès au parc olympique pour les 100 000 personnes qui afflueront chaque jour. À un an du coup d'envoi, le président de l'association des riverains a presque perdu espoir. C'est difficile. Il ne s'agit pas d'une lutte d'égal à égal. Il s'agit de la lutte d'une association et de son président contre le capitalisme, contre l'argent. La plupart des familles ont accepté les indemnisations de la mairie pour être relogées à 1 kilomètre seulement. Le quartier est flambant neuf, avec des aires de jeu et même une piscine. Si certains étaient réticents au départ, beaucoup louent maintenant le bon cadre de vie. J'ai une meilleure qualité de vie et une meilleure santé parce que j'avais des problèmes à cause des moustiques qu'il y avait puisqu'on n'avait pas de système d'égout. Aujourd'hui, l'école est bien plus près et on a plus de facilité pour les transports. Je préfère de loin vivre ici que là-bas. Pour la mairie, seuls les 3000 habitants de cette favela sont directement concernés par les travaux des JO. Mais pour les associations, il serait 67 000 à Rio affectés de près ou de loin par les travaux que le Brésil a lancés pour organiser la Coupe du Monde et les Jeux Olympiques. Voilà, c'est la fin de ce grand direct. Merci à vous de l'avoir suivi. Dans un instant, vous retrouvez Sarah Gaudron pour un nouveau journal. N'hésitez pas entre-temps à consulter notre site www.i24news.tv. Vous y retrouvez les grands titres de l'actualité ainsi que la rediffusion de nos reportages et nos émissions. Je vous retrouve dès demain pour le grand direct. Passez une très belle soirée sur notre antenne.